Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous 4 gros déclics que j'ai eus dans ma parentalité. Vraiment des choses où le jour où je les ai comprises, je me suis dit waouh, ah oui d'accord, c'est ça en fait. Et ça m'a retiré un poids énorme par rapport à l'accompagnement de mes enfants. Ce sont vraiment des déclics qui m'ont aidée au quotidien, et notamment vis-à-vis de la parentalité respectueuse, bienveillante, etc. Donc je vais les partager avec vous ici. Il y a des chances que ça déconstruise certains mythes du coup, que ça entretienne une certaine réflexion derrière, parce que voilà, ce ne sont pas forcément des choses qu'on va intégrer vraiment à fond du jour au lendemain, mais si je peux au moins planter une graine aujourd'hui avec cette vidéo, et puis la laisser germer ensuite, voilà, vous pourrez y réfléchir par la suite. Et moi en tout cas, ce sont des choses que j'aurais beaucoup aimé entendre il y a quelques années, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Alors le premier déclic que j'ai envie de partager ici, c'est le fait de remettre en question cette fameuse phrase « l'enfant a besoin de limites » qu'on entend partout, qu'on entend même dans des contenus à propos de la parentalité bienveillante, parentalité positive, peu importe comment on la nomme. On entend parler du cadre qui serait rassurant pour l'enfant et comme quoi il faut absolument qu'il ait des limites et comme quoi ces limites rassureraient l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai cru dur comme fer pendant longtemps, au début, dans mes premiers pas dans la parentalité, que je voulais bienveillante avec mes enfants, avec mon enfant surtout, parce que quand j'ai tâtonné là-dessus, c'était avec mon fils, avec mon aîné. Et en fait, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique derrière cette affirmation. Mais rien du tout. En fait, cette affirmation, elle découle de croyances issues de la psychanalyse. Alors quand j'ai appris ça, ça m'a fait prendre un énorme recul, parce que la psychanalyse dit énormément de bêtises par rapport à l'éducation, hein, il faut bien le savoir, le complexe d'Oedipe, etc. Donc non, l'enfant n'a pas besoin de limites. Parfois, des limites sont nécessaires, mais l'enfant n'a pas besoin de limites à proprement parler. L'enfant n'a pas besoin de limites pour le principe d'avoir les limites. Mais parfois, il a d'autres besoins, et pour répondre à ces autres besoins, nous, en tant que parents, on va devoir imposer certaines limites. Les limites vont être une stratégie pour répondre à certains besoins, mais ce n'est pas un besoin en lui-même. J'espère que la nuance est claire. Par exemple, on va demander à l'enfant de mettre sa ceinture en voiture. L'enfant, il n'a pas besoin d'avoir une obligation en voiture pour bien grandir, se sentir bien, etc. S'il était possible de rouler sans ceinture en toute sécurité, ce ne serait pas un problème. Par contre, il a besoin d'être en sécurité et il se trouve que dans notre monde à nous, pour être en sécurité en voiture, il faut porter la ceinture. Donc nous, on va lui demander de mettre sa ceinture. Donc quelque part, on pourrait voir ça comme une limite qu'on lui impose, mais ce qui répond à son besoin, ce n'est pas le fait d'avoir absolument une limite, une contrainte ou quoi. Ce dont il a besoin, c'est d'être en sécurité. Et pour être en sécurité, il a besoin de sa ceinture. Et du coup, la limite de mettre la ceinture, c'est la stratégie qui va permettre de le mettre en sécurité. De même que par exemple, un enfant n'a pas besoin qu'on lui impose de ne plus jouer du piano entre 13h et 15h tous les jours, par exemple. D'accord ? Aucun enfant n'a besoin de ça. Il n'a pas besoin d'aucune contrainte, même sur cette plage horaire. Par contre, si on prend l'exemple d'un enfant qui a un petit frère ou une petite sœur qui fait la sieste à ce moment-là, nous, on va lui demander de ne pas jouer du piano sur ces horaires-là pour répondre aux besoins du petit frère ou de la petite sœur qui a besoin de calme pour dormir. Donc là, quelque part, on va mettre une limite, entre guillemets, mais ce n'est pas parce que l'enfant, l'aîné, a besoin d'une limite, c'est juste que cette limite permet de répondre aux besoins du plus jeune, qui a besoin de calme pour dormir. S'il n'y avait pas cet enfant plus jeune, il n'y aurait aucun intérêt pour personne d'imposer une limite à l'enfant plus grand, on est d'accord. Donc l'enfant, il n'a pas besoin qu'on lui mette des limites pour lui mettre des limites, mais par contre, parfois, il doit respecter certaines contraintes pour respecter les limites des autres. Donc en fait, ce qui met la limite, c'est aussi le fait de respecter le besoin des autres. Là, par exemple, c'était le petit frère, la petite sœur qui a besoin de calme. Après, ça peut être mes limites à moi aussi en tant que maman. Je ne vais pas mettre à mon enfant une limite
pour le plaisir de lui mettre une limite si elle n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Par contre, moi, des fois, j'ai mes propres limites et je vais les communiquer à mon enfant parce que moi, j'ai besoin qu'il respecte ces limites-là. Par exemple, si il me demande de jouer 5 parties d'affilée de son jeu de société préféré, peut-être que moi, je vais mettre quand même une limite à 2 parties parce qu'après, ça me fait trop long, ça me prend trop d'énergie, ou alors j'ai autre chose à faire, ou alors j'ai besoin de me reposer, peu importe. Je vais mettre cette limite à 2 parties peut-être, parce qu'après moi, ça me fait trop, donc c'est ma limite. Et j'en prends la responsabilité. Mais c'est pas pour le bien de mon enfant que je limite à 2. Si j'avais les ressources pour enchaîner 5 parties et que ça lui fasse plaisir et que ça me fasse plaisir, alors ça n'entraverait pas son bon développement que j'accepte de jouer les 5 parties, évidemment. Au contraire, tout le monde serait content, ce serait super. Sauf que dans les faits, si je me force à dépasser les 2 parties alors que c'est ma limite à moi, après je risque de ne pas bien jouer ou d'être de mauvaise humeur et après de passer ma frustration sur lui et ça n'a pas d'intérêt. Donc pour le bien de tous, il vaut mieux que je communique mes limites. Et ce sont mes limites que je pose par rapport à moi. Mais lui n'a pas besoin de ces limites-là. Mais bien sûr, les limites que je vais poser, il faut qu'elles aient du sens pour moi, il faut qu'il y ait une raison derrière, qu'elles soient justifiées, puisqu'elles sont censées nous aider au vivre ensemble, elles sont censées respecter les besoins de chacun. Si je posais des limites juste pour le principe que mon enfant a besoin de limites, ça n'aurait pas de sens. Et c'est ça qui est dangereux dans ce discours et qui me dérange profondément et qui m'a vraiment mise en difficulté dans ma parentalité à mes débuts. C'est qu'on entend parfois que quand on a posé une limite, il faut absolument s'y tenir, ne surtout pas changer d'avis, ne surtout pas céder au risque sinon de tomber dans le laxisme, etc. Et combien de parents vont tenir coûte que coûte des limites qui finalement n'ont pas de sens, juste pour ne pas se dégonfler quelque part devant l'enfant, pour ne pas changer d'avis, parce qu'il faudrait tenir coûte que coûte la limite pour ne pas être laxiste. C'est quand même terrible. Et moi je l'ai fait, ça m'est tellement arrivé avec mon fils quand il était petit des fois, de lui dire non pour quelque chose, et puis ensuite je me rendais compte que c'était pas vraiment un non justifié, que j'aurais pu dire oui. Mais comme j'avais dit non au départ, je n'osais plus changer d'avis et je tenais coûte que coûte mon non, alors qu'en fait c'était très dur pour mon fils et ça devenait très dur pour moi. Et puis je me disais que finalement j'aurais pu dire oui, donc ça n'avait pas de sens et on se mettait dans des situations hyper compliquées pour rien. On se vidait tous les deux de notre énergie pour rien. Donc ça, ce n'est pas aidant comme conseil, je trouve, au contraire. Ça met des bâtons dans les roues, ça crée vraiment des difficultés complètement inutiles. Et je pense aussi que c'est complètement ok de changer d'avis, de juste dire à l'enfant, ok, c'est vrai que je t'ai dit non, mais en fait j'ai réfléchi et finalement j'avais pas vraiment de raison de te dire non, donc je te dis oui. Et ça ne fait bien sûr pas de nous un parent laxiste. Moi je pense qu'au contraire, ça montre à l'enfant qu'on n'est pas parfait et c'est complètement ok. On a le droit de changer d'avis. En plus, ça montre qu'on a l'humilité de se remettre en question. Et c'est très bien parce que ça lui montre aussi que lui peut faire pareil. Si par exemple un jour, il refuse de prêter son jouet à un copain et puis qu'après finalement il change d'avis, il verra que c'est ok. Il a le droit de se dire oui, finalement je te le prête alors que je t'avais dit non avant. Et au contraire, pour moi, c'est que des belles choses qu'on lui transmet là. C'est pas ça le laxisme. Alors il y a aussi ça, toute cette notion de laxisme. C'est quoi vraiment le laxisme ? Moi je pense que la notion de laxisme elle est quand même un peu limite, elle est un peu adultiste quand même parce que on l'utilise avec les enfants mais on ne dirait jamais qu'on est laxiste avec un adulte parce qu'on lui a laissé faire telle ou telle chose, on ne dirait pas qu'il faut poser des limites à un adulte, on parle d'ailleurs toujours de poser nos limites avec les adultes mais pas de leur poser des limites pour leur bien, hein clairement. Et c'est sûr que dans une relation égalitaire, la notion de laxisme elle n'a pas vraiment lieu d'être. Donc on ne dirait pas qu'on est laxiste avec des amis, avec son conjoint, etc. Après, je pense que ce qu'on entend par là, avec les enfants, c'est plus finalement de l'ordre de la négligence. Oui, forcément, si on ne s'occupe pas de l'enfant, qu'on n'en a rien à faire de ce qu'il fait, qu'on ne lui explique rien et qu'on le laisse faire, entre guillemets, n'importe quoi, sans guider, sans rien expliquer, etc. Pour moi, c'est plus de l'ordre de la négligence. Ça veut dire qu'on ne s'en occupe pas, en fait. Mais changer d'avis par rapport à une limite qu'on aurait posée, ça n'a rien à voir. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et de vous questionner sur la manière d'accompagner votre enfant avec respect, etc., bien sûr que vous n'êtes pas laxiste ni négligent et que vous ne serez jamais rien de tout ça, d'accord ? Donc vraiment, pour moi, c'est ok. Et quand j'ai compris ça, ça m'a tellement enlevé un poids. Et avec ma fille, je m'autorisais à ne pas tenir les limites. Par exemple, ça m'est arrivé un soir de lui lire une histoire. Et puis j'avais dit que c'était la seule, et puis finalement elle me redemande une, et puis j'accepte d'en lire une deuxième parce que
à cet instant-là, ça me dérange pas, je me rends compte qu'en fait on a le temps, je me rends compte qu'en fait on est bien, que moi je passe un bon moment à lui lire d'histoire. Pourquoi je lui refuserais cette deuxième histoire alors qu'en plus j'en ai envie, j'ai envie de lui lire, je vais quand même pas lui refuser juste parce que j'avais dit une seule. Voilà, c'est ok, j'ai le droit de changer d'avis. Pareil pour le deuxième petit bout de chocolat alors qu'on avait parlé d'un bout de chocolat, enfin c'est pas grave tout ça. Donc vraiment on peut se détendre là-dessus. Cette histoire de tenir absolument les limites avec fermeté et bienveillance, etc., de rester ferme, etc. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'en détacher parce que ça fait du mal, ça crée des conflits, ça crée des rapports de force, ça crée des crises. Des fois, on va voir notre enfant dans un état où on se dit « Oh là là, mais je pensais pas qu'il réagirait si fort, je pensais pas que ce serait si dur. » Du coup, nous-mêmes, on va pas être bien et on ne va pas s'autoriser à faire machine arrière alors qu'au fond, dans notre cœur, c'est tout ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est quand même vraiment super dommage. Et puis surtout, il faut avoir en tête que les limites, en fait, il n'y a pas besoin d'en poser arbitrairement, artificiellement pour que l'enfant ait des limites, puisque naturellement dans la vie, des limites vont s'imposer à lui tout le temps. Surtout les tout petits, ils sont limités tout le temps, ils sont limités par leur taille, par leurs conditions physiques, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient. Et puis après, peut-être qu'un jour, ils voudront aller au parc alors qu'il pleut et que c'est pas possible. Ou alors ils voudront manger des fraises, mais c'est plus la saison. Et donc voilà, des limites naturelles comme ça, il y en a plein tout le temps. Ils vont bien apprendre que dans la vie, il y a des limites naturellement, juste en vivant naturellement. Évidemment, on ne va pas les laisser tout faire non plus, donc là aussi, ils vont apprendre naturellement. Forcément, s'ils se mettent à taper leur frère ou leur sœur, on ne va pas les laisser faire. Évidemment, on va, sans chercher absolument à mettre des limites pour le principe des limites, on va intervenir pour protéger le frère ou la sœur. Donc du coup, ça va aussi leur montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pareil avec l'exemple, par exemple, de jouer du piano pendant la sieste. On va leur expliquer que ça nuit aux besoins du frère ou de la sœur. Et puis comme je disais, la force des choses. Moi, je me souviens de mon fils, quand il avait 2-3 ans, il y a eu des fois où il nous a demandé d'aller au parc à 23h le soir. Bon, bah clairement, on va pas y aller. Donc du coup, on dit non. Et puis voilà, il était frustré, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Naturellement, il y a tellement de limites qui vont s'imposer. Enfin, je pense qu'on peut vraiment se détendre par rapport à ça. Parce que le fait de vouloir imposer des limites coûte que coûte à son enfant, ça peut vraiment créer des situations hyper difficiles. Ça peut mener à l'épuisement, vraiment, du côté des parents. Et ça peut créer des situations très compliquées, de rapports de force avec l'enfant qui aurait pu être évité, qui sont complètement inutiles. Et donc, c'est quand même bien dommage. Alors ensuite, le deuxième déclic que j'avais envie de partager, qui m'a beaucoup aidée quand je l'ai compris, c'est que l'enfant fait toujours de son mieux, même quand tout laisse penser le contraire. Il fait toujours de son mieux, mais il fait de son mieux en fonction de ses capacités du moment. Et il faut bien avoir confiance que ces capacités, elles ne seront pas toujours les mêmes. Elles sont fluctuantes en fonction de plein de facteurs, en fonction de son état émotionnel, de sa fatigue, etc., du contexte autour. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un jour, un enfant était capable de mettre ses chaussures tout seul, tranquillement à la maison, que le lendemain matin, avant de partir à l'école, il y arrivera à nouveau, par exemple, ou à la crèche, peu importe. Parce que là, peut-être qu'il y aura un peu plus de pression, il faudra aller vite pour être à l'heure, etc. Et que ce sera un peu trop stressant et que du coup, il n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'il nous demande de faire à sa place qu'il met de la mauvaise volonté ou quoi, ou qu'il veut nous embêter. On pourrait se dire, oh, mais il l'a fait hier, il se fiche de moi et tout. Mais non, c'est juste que là, tout de suite, c'est différent. De même qu'un enfant qui a rangé tout seul sa chambre un jour, c'est pas pour autant qu'il peut le faire n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Peut-être qu'il y a des jours où il sera trop fatigué, il y a des jours où il sera trop énervé, trop excité, et il ne pourra pas forcément, à n'importe quel moment, reproduire ça. Alors parfois aussi, l'enfant peut avoir des comportements dérangeants, entre guillemets, comme par exemple des cris, où on a l'impression qu'il nous parle mal parce qu'il va prendre un ton très autoritaire pour nous demander quelque chose, où on a l'impression qu'il nous pose des exigences, il demande tout de suite, etc. Et là aussi, on peut se dire, non mais attends, pas comme ça, j'ai besoin d'être respectée, blablabla. Et là aussi, j'ai appris que c'est tellement important de se détacher de ça et de changer notre regard sur ces comportements-là. Parce qu'en fait, là, l'enfant, il fait toujours de son mieux. Il fait de son mieux, sauf que si son état émotionnel est perturbé, s'il commence à se sentir envahi par ses émotions, il n'a plus cette capacité de contrôler sa réaction et de réagir posément et de formuler une belle demande, s'il te plaît maman, etc. Il n'est pas en capacité de le faire à ce moment-là. Et s'il nous demande sur ce ton-là, du coup, ce n'est pas pour nous énerver, ce n'est pas pour jouer au petit chef, c'est juste qu'il fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, ils ne sont pas au top à ce moment-là. Et à d'autres moments, il pourra nous parler différemment. Mais là, tout de suite, il est trop submergé, il est trop stressé. Son cerveau passe en mode
cerveau archaïque en fait, primitif. Donc il n'a pas la capacité à ce moment-là de réguler ses émotions, de contrôler sa réaction, de réfléchir aux conséquences, etc. Il ne peut pas. Et aussi c'est le fait que son cerveau soit immature, notamment le cortex préfrontal, qui permet de prendre du recul sur une situation, d'analyser, etc. Comme ce cortex préfrontal n'est pas mature, il va être dans l'immédiateté et vouloir tout de suite. Donc quand il demande quelque chose, si on ne lui donne pas tout de suite, il peut s'énerver et exiger plus fort et encore mal nous parler, etc. Et là, pareil, on peut mal le prendre. Mais en fait, il ne faut pas le prendre personnellement. Ce n'est pas contre nous. C'est juste une incapacité de faire autrement. Et à partir du moment où on en prend conscience, c'est tellement plus facile aussi d'accueillir ces situations-là pour apaiser la situation en fait et ne pas envenimer, parce que forcément si on s'énerve, il va s'énerver encore plus parce que ça va le stresser et là on part en situation de crise générale, quoi, maman en crise, enfant en crise, tout le monde crie et puis rien ne va plus, quoi. Et c'est la même chose quand il y a des crises, des tempêtes émotionnelles, l'enfant est dépassé par ses émotions, il est submergé parce qu'encore une fois son cerveau est immature, son cortex préfrontal est immature et donc c'est normal qu'il ait des réactions vraiment intenses comme hurler, se rouler par terre, lancer des choses, même des fois taper, etc. Ça peut arriver chez les petits et ce n'est vraiment pas personnel, ce n'est vraiment pas contre nous et même si c'est difficile à admettre, ça peut être difficile à concevoir, même dans ces instants-là, il fait de son mieux, c'est juste qu'il n'est plus capable de faire autrement. Et encore une fois, le fait d'en avoir conscience, eh bien, ça change tout. Et c'est pour ça que dans mon programme, dans mon accompagnement, dans le contenu, je livre énormément d'informations sur le développement de l'enfant, sur le fonctionnement de son cerveau, sur son fonctionnement tout court, pour que les mamans que j'accompagne puissent vraiment bien comprendre les comportements de leurs enfants et avoir plus facilement cette posture d'accueil et se dire plus facilement, ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre moi, parce qu'elles savent pourquoi leur enfant se comporte comme ci ou comme ça, et elles arrivent du coup à ne plus le prendre personnellement. Et ça, c'est un enjeu important, je trouve. Alors ensuite, le troisième déclic que j'avais vraiment envie de partager, et que je n'ai pas compris tout de suite non plus, c'est le fait que les méthodes toutes faites par rapport à l'éducation des enfants ne peuvent pas fonctionner, et qu'il faut vraiment se détacher de ces méthodes-là quand on en croise parfois, parce que c'est sûr que c'est tentant, on aimerait pouvoir avoir certaines phrases à dire dans telle ou telle situation qui marche à tous les coups, ou certains comportements adoptés qui marcheraient à tous les coups et qui aideraient à remédier à la situation à chaque fois, sauf que ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'on a vraiment besoin dans ces moments-là de comprendre le contexte, parce que les enfants ne sont pas des robots, nous non plus on n'est pas des robots, et selon le contexte, la réponse adaptée à apporter sera différente. Parce que ce qu'on a besoin de savoir pour choisir quoi faire, c'est quel est le besoin de l'enfant derrière son comportement, quelle est la situation générale, quel est mon besoin à moi, quelles sont les émotions de l'enfant, quelles sont mes émotions à moi, etc. Et oui, et tout le contexte en général, et on ne peut pas juste dupliquer des méthodes qui seraient applicables dans n'importe quelle situation avec n'importe quel enfant, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, un même comportement, difficile disons, peut cacher des besoins différents. Et selon le besoin caché derrière, ne va pas apporter la même réponse. Si on prend l'exemple, disons, d'un enfant qui gribouille sur le mur, si derrière il s'agit d'un besoin de créativité, on va plutôt lui proposer de faire un dessin ailleurs. On va lui fournir des feutres, des feuilles, des pinceaux, ce qu'on veut, pour faire une activité créative par exemple. Alors que si son besoin c'est de décharger, par exemple, il est très en colère et il décharge en gribouillant sur le mur, là, il faudra plutôt l'inviter à décharger d'une autre manière et lui proposer des outils, des ressources pour décharger autrement, des alternatives. Donc, on voit bien que la réponse est totalement différente, alors que le comportement, à la base, c'était le même. Mais comme le besoin derrière n'était pas le même, on n'apporte pas la même réponse. Et ça a beaucoup plus de sens comme ça. De manière générale, c'est beaucoup plus intéressant et constructif et aidant de s'intéresser aux besoins derrière les comportements et de s'intéresser à la situation dans son ensemble, plutôt que d'essayer d'appliquer des choses toutes faites qui peuvent être totalement déplacées. Je pense à un exemple d'ailleurs qui me vient comme ça, c'est on entend beaucoup que quand un enfant tape, un petit enfant de 3 ans souvent, on va lui dire non, la main c'est pour caresser, attention la main c'est pour caresser et lui montrer le geste comme ça. Et ça moi j'ai essayé de l'appliquer voilà, scolairement avec mon fils quand il était tout petit. Et en fait, j'étais pas vraiment convaincue par cette phrase. Vraiment, je l'appliquais comme un robot parce qu'on m'avait dit que c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Mais j'étais pas vraiment convaincue. La main, c'est fait pour caresser. Bah non, la main, elle est pas faite pour caresser. On fait plein d'autres choses avec notre main quand même.
Et le non-sens de tout ça m'avait sauté aux yeux quand je m'étais aperçue que du coup mon fils lui disait non, non, la main est pour caresser, et je lui mimais le geste de caresser par exemple le petit garçon qui venait de taper au parc. Et du coup il faisait comme j'avais dit, il caressait la joue du petit garçon, mais le petit garçon il n'était pas d'accord, donc il montrait un inconfort, etc. Et là vient la notion de consentement. Non, je me disais je vais quand même pas lui apprendre à caresser alors qu'en fait peut-être que l'autre en face n'est pas d'accord. Et donc ça va à l'encontre du respect du consentement, voilà. Et en fait, je m'étais aperçue que voilà, ça n'avait pas vraiment de sens et c'était pas aligné avec ce que je pensais, cette phrase-là. Alors pourquoi je la prononçais comme ça? D'ailleurs, après, mon fils, c'était arrivé qu'il veuille caresser comme ça des enfants qui n'étaient pas d'accord ou leur faire des câlins. Parce que quand il avait tapé, je lui avais dit non, la main c'est pour caresser. Alors du coup, après, il caressait plutôt que de taper. C'est mieux, certes, mais c'est pas adapté non plus socialement, en fait. Si le tout petit enfant, il veut rentrer en contact avec les autres et qu'il ne maîtrise pas bien les codes sociaux et qu'on veut lui montrer, on va lui montrer autrement, mais on ne va pas lui dire la main c'est pour caresser. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'était ce que j'évoquais avant. Là, il ne s'agit pas d'une phrase, mais plutôt d'une posture et d'un comportement à dupliquer, où c'était de tenir la limite quand l'enfant dit non, coûte que coûte, et de ne surtout pas revenir en arrière parce que sinon on serait laxiste, etc. Mais donc du coup de tenir la limite en accueillant l'émotion par exemple. Voilà, pour moi c'est pas toujours ça qu'il y a de mieux à faire, encore une fois, tout dépend. Des fois oui, ça va être mieux de la tenir si ça a du sens et si c'est nécessaire, et puis des fois non, des fois ce sera mieux de revenir en arrière comme je disais avant. Donc encore une fois, tout est question de contexte et on ne peut pas juste appliquer comme ça. Et puis un troisième exemple qui me vient et qui m'a beaucoup porté préjudice aussi, qu'on entend souvent, c'est tout ce côté faire diversion avec l'enfant. S'il a une demande qui nous déplaît ou qu'il ne veut pas faire quelque chose qu'on lui demande, d'essayer d'écarter son esprit de cette question-là pour qu'il pense à autre chose. Par exemple, avec un faux choix, là, le fait de demander de choisir, tu mets, je sais pas moi, la chemise verte ou la chemise rouge parce que l'enfant ne veut pas s'habiller. Ou alors de l'attirer complètement sur autre chose. Par exemple, je me souviens quand ma fille avait 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, elle était dans son bain et elle ne voulait pas sortir et moi j'aurais bien aimé qu'elle sorte. Et donc du coup, je l'avais un petit peu attirée hors du bain avec un jouet et puis subtilement, sournoisement, je l'avais attirée hors du bain jusque dans sa chambre et puis comme ça, j'avais réussi à la sortir du bain. Oui, sauf que le problème, c'est qu'avec ces méthodes de diversion, on nie vraiment le besoin de l'enfant derrière son comportement. On ne s'en occupe pas. Le truc, c'est que ce besoin, il ne disparaît pas et qu'après, il risque de nous revenir en pleine face. Et là, c'est exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ma fille, elle s'était rendue compte de la supercherie. Ça avait fonctionné de la tirer hors du bain. Sauf que quand elle avait fini avec le jouet en question, d'un coup, elle s'était rendue compte qu'elle n'était plus dans le bain et qu'elle s'était faite avoir en fait. Et elle m'avait dit « mais je voulais pas sortir !» Et elle s'était mise à hurler et après du coup j'avais dû gérer une crise, elle voulait retourner dans le bain parce que j'avais nié son besoin et il aurait mieux valu que je passe plus de temps avec elle à lui expliquer pourquoi peut-être j'avais besoin qu'elle sorte du bain ou négocier sur un temps de fin ou mettre peut-être un sablier pour déterminer le temps. Je ne sais pas, mais au moins d'en discuter honnêtement avec elle et de trouver une vraie solution ensemble, mais où je lui dis clairement les choses, pas où je fais sournoisement mon truc dans mon coin, en dehors de son consentement, puisqu'elle s'en aperçoive après, parce qu'en plus pour le lien de confiance, c'est quand même pas terrible, elle avait dû se dire qu'elle s'était fait avoir, et puis ça altère la confiance, et puis ce genre de truc, ça marche qu'une fois en plus, parce que la fois suivante, si j'avais essayé de recommencer avec ma fille dans le bain, ce qui n'avait pas été le cas, mais ça n'aurait sûrement pas fonctionné, j'aurais été là avec mon jouet, j'aurais dit non, tu m'as déjà eu arnaqué une fois avec ça, je me fais pas avoir 2 fois. Donc en plus ce sont vraiment des solutions très court terme, donc on va avoir une micro-victoire à un moment donné, mais finalement ça va créer plus de problèmes qu'autre chose et ça ne va rien résoudre. Donc voilà, moi j'invite vraiment plutôt que de s'intéresser vraiment juste en surface au comportement, à essayer de traiter juste les comportements, j'invite vraiment à essayer de creuser plutôt plus profond que ça, analyser toute la situation dans son ensemble, avec les besoins de l'enfant, les besoins du parent, etc. Et c'est là qu'on pourra savoir vraiment quoi faire. Et ça me tient tellement à cœur, et c'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, j'enseigne tout ça en fait. Je n'enseigne pas de méthode toute faite. Je ne dis pas dans telle situation il faut dire ça, dans telle situation il faut faire ça. Je vais plutôt vous apprendre comment trouver vos propres solutions en fonction du contexte global. Quelles bonnes questions à se poser, comment analyser la situation et comment trouver vos propres solutions, parce que
elles sont uniques en fait, elles dépendent de chaque situation. Et c'est pour ça aussi qu'après, il y a tout le support, c'est-à-dire que pendant les 6 mois d'accompagnement, on aura des rendez-vous aussi de groupe sur Zoom où je pourrai vous débloquer en parlant directement avec vous de points précis, de situations précises pour vous aider là-dessus. Et sur le groupe Facebook aussi, je serai là pour vous débloquer ou pour décrire votre situation avec son contexte global. Et moi, je pourrais vous apporter des pistes et vous inviter à vous poser des questions, etc. et vous faire avancer là-dessus. Mais je ne vais pas dans mes vidéos vous dire dans telle situation il faut faire ça, dans telle situation il faut faire ça. Pas du tout. Moi je vais vous aider à décoder toute la situation pour trouver vos propres solutions. Je vais vous aider à comprendre les comportements de vos enfants. Je vais vous aider à décoder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Mais je ne vais pas vous dire quoi faire systématiquement dans telle ou telle situation. Alors le dernier déclic que j'avais très envie de partager dans cette vidéo, c'est que le but ici, ce n'est absolument pas d'être toujours ultra zen, tout à fait calme, linéaire, tout sourire, toujours contente, etc. Pas du tout. Le but, c'est vraiment pas de devenir une brivante de camp. Déjà parce que c'est impossible. C'est impossible d'être toujours comme ça. Et si on cherche à être comme ça tout le temps, on risque juste de refouler toutes nos émotions et puis d'exploser plus tard, parce que tout risque de péter plus tard. Et surtout, il est important de bien comprendre que la colère en elle-même, c'est une émotion saine. Elle n'est pas négative, la colère en elle-même. Le problème, c'est quand on décharge cette colère directement sur son enfant et qu'on devient violent envers lui. Donc là, l'enjeu, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir de colère, c'est surtout d'être capable d'accueillir cette colère en nous et de l'exprimer de manière respectueuse, de rester respectueuse même quand on ressent de la colère, de pouvoir l'exprimer sainement et aussi d'être capable de la décharger autrement que sur son enfant. Et je vous aide à tout ça dans mon accompagnement, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Mais voilà, le but c'est surtout de ne pas décharger sur son enfant, de ne pas lui faire du mal, de ne pas être violente envers lui. Ensuite, bien sûr, que quand on est bien informé sur le développement de l'enfant et qu'on comprend mieux toutes ses réactions, on a tendance à moins prendre les choses personnellement et du coup on ressentira moins souvent de la colère envers son enfant et tant mieux. En fait, ce qui peut arriver, c'est que si on a des attentes irréalistes envers notre enfant, qu'on comprend mal ses comportements parce qu'on n'est pas assez bien informé sur le développement de l'enfant, ses réactions, son fonctionnement, etc., on risque de prendre souvent personnellement des choses qui ne sont pas du tout. Et du coup, ça risque de nous mettre en colère et du coup, ça risque d'être compliqué, de déborder, etc., si on n'a pas appris en plus à exprimer notre colère autrement. Alors que si on est bien informé sur tout ça et qu'on comprend mieux ses réactions, il y a des chances que ça ne nous fasse plus rien en fait. Tel ou tel comportement qui nous faisait vriller avant ne va plus rien nous faire et ne va plus du tout nous mettre en colère. Et là, pour le coup, oui, on va vraiment rester zen et tant mieux. Parce que ces colères-là, elles n'étaient pas justifiées, elles n'étaient pas utiles, c'était des colères inutiles. Donc autant, oui, effectivement, les supprimer. Et ça, c'est un moyen de les supprimer, de ne pas ressentir de colère inutile. Parce qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être en colère, ce n'est pas contre nous. Notre enfant se comporte normalement pour son âge et c'est surtout nous qui ne comprenons pas bien ses comportements et avons tendance à prendre les choses personnellement. Surtout, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est qu'on peut tout à fait être agité, avoir un ton variable et malgré tout rester respectueux. Ce n'est pas forcément lié. Être respectueux, ça ne veut pas dire être parfaitement zen, parfaitement calme. Forcément, on est des humains, on a des émotions, etc. Et le tout, comme je le disais, c'est d'apprendre à exprimer tout ça sans blesser l'enfant et rester respectueux. Et ça, c'est vraiment possible. Être tout le temps à fond bienveillant, accueillir les émotions de l'enfant au top et tout le temps, ça, c'est pas possible. Enfin, il y a des fois, ce sera possible et c'est génial. Et puis, il y a certaines fois où nous-mêmes, on ne sera pas en état, on ne sera pas disposé, ce ne sera pas possible. Mais là, l'enjeu, ce n'est plus d'être bienveillante, souriante, calme, d'accueillir les émotions, de se mettre à sa hauteur, etc. Là, l'enjeu, ça va être de ne pas être violente envers l'enfant et de rester respectueuse envers lui. Et on peut être respectueuse sans être parfaitement calme et sereine. Tout comme d'ailleurs, on peut être parfaitement calme et posée et tout sourire et pas respectueuse du tout. On peut être toute calme et posée et proférer des menaces hyper violentes ou du chantage ou ce genre de choses. Donc ce n'est pas forcément lié. Et puis enfin, d'ailleurs, il peut y avoir des situations où hausser le ton, voire même crier,
peut s'avérer nécessaire. Je pense à une situation où il y a un danger immédiat. Si notre enfant se met à courir vers la route, évidemment que c'est ok de crier son prénom, de dire stop, attends, etc. Et ce n'est même pas violent en fait, parce que on ne se défoule pas sur lui, là, on crie après lui. Et c'est comme s'il est sur le point de faire mal à quelqu'un ou quoi, forcément que c'est ok à ce moment-là de crier stop, arrêtez et tout pour mettre fin à la situation. Et c'est bien différent d'agir comme ça plutôt que après, une fois la situation finie, une fois le danger écarté, lui crier dessus, se défouler sur lui en disant mais qu'est-ce que t'as fait? Non mais ça va pas la tête, t'es méchant, blablabla. Ou là, pour le coup, ce serait crier sur lui et là, ce serait violent. Après, c'est sûr que les situations de danger, elles sont particulières et que des fois, pour échapper à un danger, il se peut qu'on ait recours à des gestes violents. Par exemple, tirer l'enfant pour pas qu'il se fasse écraser. Sur le coup, le geste peut être perçu comme violent pour l'enfant, ça peut même lui faire mal, etc. Et pourtant, sur l'instant, c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Tout est question de mesure. J'espère que ça c'est clair. Mais après ça, on peut en discuter avec lui aussi, lui expliquer vraiment ce qui s'est passé. On est désolé de lui avoir fait mal, on essaie de le sauver parce qu'il y avait un vrai danger, etc. Ça, on peut échanger là-dessus aussi, bien sûr. Mais ce que je voulais dire là, c'est que vraiment, le but ultime, c'est pas d'avoir un ton super neutre tout le temps parce que typiquement, il y a des situations, comme je disais, un danger, un enfant qui est sur le point de faire mal à un autre, une catastrophe imminente où bien sûr qu'on va hausser le ton. Et ça ne voudra pas dire que c'est irrespectueux, ni qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur mes déclics. J'espère qu'elle aura pu vous apporter des déclics à vous aussi, en tout cas vous amener à réfléchir sur certaines choses et vous faire avancer dans votre parentalité. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Il y a 2 informations que j'avais envie de vous partager. La première, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, les portes de mon programme d'accompagnement, une relation harmonieuse avec mon enfant, dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, vont rouvrir bientôt, très prochainement. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur la liste privilégiée d'informations. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Ça vous permettra de recevoir avant tout le monde, en avant-première, toutes les informations sur le programme par email. Et si après vous rejoignez le programme, ça vous donnera accès à un bonus exclusif d'une grande valeur qui sera réservé uniquement aux personnes inscrites sur cette liste VIP, quoi. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'organise prochainement une masterclass sur le thème « Comment arrêter de crier et retrouver une relation harmonieuse avec son enfant ». C'est une masterclass qui sera donnée en live, donc vous pourrez me poser toutes vos questions directement en live. Ça va être super, en tout cas j'ai hâte. Je pense que ce sera vraiment un bel événement. Ce sera la semaine du 7 juin, sûrement sur l'heure du midi. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Je vais aussi mettre le lien en dessous. Ça vous permettra de recevoir l'invitation à la masterclass avec toutes les informations, le lien pour vous connecter, etc. Et puis si jamais vous ne pouvez pas être présente en live, il y aura le replay qui vous sera envoyé par email aussi. Du coup, vous pourrez regarder le replay, ce n'est pas un souci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une vidéo assez longue, plus longue que ce que j'aurais pensé au départ, je pense. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.